Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Il est évident que je ne vais pas résoudre tous les problèmes posés par les bases neurales de la contemplation esthétique, certainement pas ni de la création, mais on va voyager un petit peu ensemble, à la fois à travers l'histoire de l'art et aussi un petit peu l'histoire des neurosciences et ce que l'on sait actuellement sur ce sujet. Je veux dire qu'il y a peu de travaux faits directement sur la contemplation esthétique, donc je serais obligé de tourner un petit peu autour, à part la vision, un tout petit peu l'audition, mais on est encore très loin d'aborder cette question d'une manière strictement et rigoureusement scientifique. Donc vous me pardonnerez, je divaguerai un petit peu de temps en temps et on va se promener, c'est plutôt une promenade, une introduction à la problématique, en espérant qu'il y a des neurobiologistes parmi vous qui essaieront de poursuivre la recherche, que juste je vais vous présenter, et puis que les non-neurobiologistes s'intéresseront à la fois à la lecture d'ouvrages et au débat, et en particulier le débat politique qui porte justement sur l'importance de la culture, et on est là pour ça. Voilà. Alors je commencerai je vais vous mettre un petit peu de musique en même temps. Je ne sais pas si vous l'entendez. On l'entend. Voilà. Et c'est simplement vous présenter les arts et les arts plastiques ici avec Matisse et la musique avec Olivier Messiaen. Et essayez quand même de définir avec vous qu'est-ce que c'est que le beau. Voilà. Je pense qu'on pourra déjà lancer le débat sur cette question. Le concept de beau idéal, pour beaucoup d'entre nous, est une illusion du passé et n'a d'intérêt que rétrospectif. Les artistes contemporains se fichent complètement de ce qu'est le beau, ils ne s'y intéressent pas. Donc la définition est simple. Je posais il y a quelques années, à l'occasion d'une exposition à Nancy, la question à un ami très proche, qui est Pierre Rosenberg, qui fut directeur du Louvre: qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est une œuvre d'art? Et la réponse de Pierre Rosenberg, avec grande déception: et le problème est sans solution, pour moi le miracle est entier. Bon, ça ne nous avance pas du tout. Lévi-Strauss nous dit que l'art s'insère à mi-chemin entre la connaissance scientifique et la pensée mythique ou magique. Donc il y a déjà sous-jacent l'idée que c'est une production cérébrale, évidemment, mais Claude Lévi-Strauss, qui aimait beaucoup la neuroscience, n'a jamais évoqué les neurosciences dans sa réflexion. C'est une chose triste, mais c'est comme ça. Et en ce qui me concerne, j'ai beaucoup lu Ignace Meyerson, que j'ai toujours beaucoup admiré, et lui-même parle non seulement de production cérébrale humaine, mais d'un artifice. C'est un artefact, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est créé, produit par le cerveau de l'homme, spécialisé dans la communication intersubjective. Vous voyez, là, c'est la subjectivité, les émotions qui interviennent, qui fait appel à des formes symboliques. C'est une définition qui est intéressante pour nous parce que elle place d'emblée la contemplation esthétique dans le cadre de la communication sociale. Une communication sociale, évidemment, entre le créateur, l'artiste, et le spectateur, entre le compositeur et l'auditeur, et qui fait appel à des formes symboliques, c'est-à-dire qu'il y a une recherche, évidemment, dans l'art, de forme et de composition, que nous allons voir. Donc, cette communication intersubjective, elle peut éventuellement passer par le langage. Je n'exclus évidemment pas la littérature des œuvres d'art, mais pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire la matière et la musique, elle est distincte du langage. C'est une connexion d'état émotionnel, de connaissance, d'expérience, qui, comme je vous l'expliquerai, je ne donne pas la définition maintenant, se réalise sous la contrainte de règles de l'art. Je reviendrai sur cette notion dans
dernière partie de mon exposé sur cette notion de règle de l'art, et ça vous intéressera peut-être. Chaque œuvre d'art est, selon Ignace Meyerson, achevée, complète comme un monde en soi. C'est un fait que il y a une unité dans l'œuvre d'art comme il y a une unité dans la conscience. C'est-à-dire que quand nous parlons de communication intersubjective, elle est néanmoins consciente. Cette œuvre étant en quelque sorte achevée, complète, même s'il s'agit d'un Pollock ou d'un Picasso ou d'un Cordès, elle est une œuvre en soi qui a son contenu qui est caractéristique et spécifique. Comme dit Catherine Millet, et ce sont effectivement des objets spécifiques, les œuvres d'art, qui, je la cite, s'ajoutent au monde. Donc, effectivement, comme disait Ignace Meyerson, ce sont des artefacts, c'est des artifices, des créations humaines, proprement humaines, et dont la fonction essentielle consiste désormais à mettre à jour, à déplacer ce fond de l'humanité que la religion ne prend plus en charge et que la science ne peut envisager. On retrouve un petit peu la définition de Lévi-Strauss, mi-chemin entre la science et les mythes. Donc j'aime beaucoup cette définition de Catherine Millet. Elle souligne qu'il y a donc un contenu très intense, profond, très humain dans l'œuvre d'art, et qu'il y a donc une communication intersubjective d'un fond d'humanité qui est évidemment propre à l'espèce humaine. Et il n'y a pas que ça. Lorsque nous contemplons la chapelle Sixtine, un des milliers cardinaux qui s'y trouvent, nous avons un choc. C'est Stendhal qui s'est mis à pleurer et à s'effondrer, perdre connaissance. C'est un choc esthétique. Heureusement, il n'est pas toujours comme ça, et quand on visite le Louvre, on ne tombe pas en pamoison devant chaque tableau. Mais on peut, se promenant, arriver dans des situations. Je me rappelle un éminent collègue, Roger Guillemin, prix Nobel, d'ailleurs un petit peu âgé, mon âge, qui arrive devant la victoire de Samothrace, au détour d'un couloir, et qui s'est effondré, à pleurer, tant il était submergé par l'émotion qu'il ressentait devant l'œuvre d'art. Donc il y a une efficacité esthétique brutale, immédiate, sidérante, là je cite Michel Onfray, qui engage les émotions et la raison, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être ému, c'est pas un chien écrasé ou je ne sais quoi, c'est une émotion qui est propre à chaque œuvre d'art, qui mobilise des processus conscients et non conscients, et à cet égard, chaque œuvre est unique, je l'ai déjà dit, mais aussi chaque œuvre évolue. Et toute la fin de mon exposé, si j'ai le temps d'y arriver, sera consacrée justement à cette notion d'évolution. On ne peut pas voir l'œuvre d'art comme un chef-d'œuvre isolé. Si vous voulez l'idée, il y a la Joconde et on ne connaît que ça, ou il n'y a que la chapelle Sixtine. Non, c'est pas possible. Chacune de ces œuvres ne se comprend que dans un contexte à la fois de la création d'un artiste particulier, puis de la position de cet artiste dans l'histoire de l'art, évidemment, dans le mouvement artistique qui lui est contemporain. Et la question qui se pose dans ces définitions, je ne sais pas quelle est votre position, ça se débat, c'est que dans cette évolution qui est un renouvellement, pour moi il n'y a pas de progrès, mais enfin pour d'autres il y en a. Alors c'est à débattre, on verra ça dans la discussion. Est-ce qu'on peut dire que les Demoiselles d'Avignon est supérieure au Parthénon ou aux Frises des Palathénées est supérieure à Mayol ou à Bourdelle? J'en sais rien. Chacun a ses qualités intrinsèques, et pour ma part, je pense qu'il y a évidemment beaucoup de différences entre Bourdelle et Phidias, mais les uns et les autres accèdent à une excellence tout à fait indubitable, et donc il y a une évolution, mais peut-être que justement
une des grandes caractéristiques de l'évolution de l'art, c'est qu'elle n'a pas de progrès, mais elle se renouvelle en permanence. Voilà Titien, voilà. J'espère que la production est bonne, parce que c'est une œuvre majeure, le portrait de Titien. Là aussi, c'est encore Titien, et c'est un de ses derniers tableaux, c'est un Pietà, qui se trouve à l'Académie à Venise. Là, c'est un artiste contemporain. Vous avez tout de suite reconnu Pierre Soulages. Et je le cite, une peinture est une organisation, je le cite essentiellement pour le mot organisation, parce que une œuvre d'art, j'ai défini son unité, j'ai défini son unicité, et je pense que ce qui va la caractériser, j'ai parlé de forme, et il y a une dimension de plus, il y a une forme de la forme, ou une forme des formes. Il y a une organisation, un ensemble de relations entre formes sur lesquelles viennent se faire et se défaire les sens, les significations qu'on lui prête. C'est-à-dire que c'est une organisation de forme, une œuvre d'art, et c'est valable pour l'art ancien comme pour l'art contemporain. Et lorsque vous le regardez, eh bien, il y a dans votre tête évidemment des évocations, non seulement d'émotions, mais aussi d'interprétation. Donc je trouve que cette définition Soulages, pour moi, résume assez bien ce que nous allons dire ensemble. Une organisation, un ensemble de relations entre formes sur lesquelles viennent se faire et se défaire. Je trouve ça remarquable parce que ça montre qu'au fond, notre cerveau fait des tests, en tout cas assez projectifs, et de ce fait, ces interprétations, ces sens qu'on va prêter aux formes vont se faire et se défaire. Voilà quelques définitions, je ne sais pas si elles vous auront satisfait. Elles montrent la difficulté qu'il y a à définir l'œuvre d'art. C'est-à-dire que ce n'est pas une définition mathématique unique, ce n'est pas l'équation de la relativité, c'est un concept à cerner, et j'ai essayé de voir avec vous comment on pouvait, de nos jours, compte tenu justement de l'évolution de l'art au cours des siècles et en tenant compte de l'art contemporain, on pouvait trouver une sorte de définition commune. Dans mon premier exposé, je vais vous parler des gènes, de l'évolution du cerveau. Je vais faire quelques rappels quand même pour resituer mon discours dans le contexte de ma première et des autres conférences. Donc il y a les gènes et puis aussi l'épigénèse par sélection, si vous voulez. Je voulais juste vous rappeler ça. Vous rappelez que notre cerveau est constitué de cellules nerveuses d'environ 100 milliards, ce qui est un nombre très élevé, mais enfin qui n'est pas immensément gigantesque comparé aux galaxies et à l'univers qui nous entoure. Et donc ces neurones avec leurs ramifications qui forment un réseau discontinu avec des espaces au niveau des synapses, si vous vous rappelez, et des neurotransmetteurs qui sont libérés au niveau de ces synapses et qui viennent prendre le relais de signaux électriques qui se propagent à une vitesse inférieure à la vitesse du son dans nos nerfs, dans les axones qui sont produits par ces cellules nerveuses. Et le fait qu'il y a à ce niveau-là une communication chimique qui prend le relais de la transmission électrique, et on connaît les molécules maintenant, elles ont été isolées dans mon laboratoire pour la première fois il y a bien des années, en 1970, et on sait désormais que ces substances chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs, comme l'acétylcholine, la dopamine, la noradrénaline, que vous connaissez tous, vont se fixer sur des récepteurs spécifiques. Il y a même plusieurs récepteurs de l'acétylcholine, et là il va y avoir une transduction du signal chimique en signal électrique, et même vous pouvez avoir des situations où le signal électrique se produit spontanément. En fait, nos cellules nerveuses dans notre cerveau sont constamment actives. Alors, qu'est-ce qu'on conclut de tout ça? On conclut que notre cerveau est une machine chimique. Alors ça ne plaît pas, en général, surtout quand on parle de l'œuvre d'art.
C'est une déclaration idéologique, de principe, simplificatrice, réductrice, scientiste. Enfin, je pourrais faire une liste de tous les épithètes possibles et imaginables et qui peuvent être prononcés contre cette idée. Néanmoins, je crois qu'on ne peut pas en sortir, c'est une machine chimique. Et la preuve en est que si certains vont se faire opérer, je ne le souhaite pas, dans un hôpital, et qu'on va vous ouvrir le ventre, eh bien, on ne va pas vous ouvrir le ventre sans vous anesthésier. Ça se faisait autrefois, hein. Les soldats de Napoléon étaient amputés en étant éveillés. Il n'y avait pas d'anesthésie. Et apparemment, ça se coupe très bien, mais ça ne saigne pas. Enfin, c'est d'après ce qui m'a été dit. Mais je ne suis pas chirurgien. Mais ce qui n'empêche que c'est quand même une souffrance abominable. Et qu'est-ce que vous faites? Vous perdez conscience. Il y a une perte de conscience. Et c'est une substance chimique très simple qui entraîne cette perte de conscience, fort heureusement réversible. Donc vous sortez de l'anesthésie, vous recommencez à récupérer la conscience. Donc c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, comme les somnifères, les tranquillisants, que sais-je, qui montrent que ces substances chimiques agissent sur notre cerveau. Et évidemment, ça ne démontre pas que le cerveau est une machine chimique, mais compte tenu de ce que l'on sait sur l'organisation du cerveau, je pense qu'on peut le dire sans hésiter. Mais évidemment, ce n'est pas un sac de molécules. Hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre toutes les molécules dans un sac, les secouer, et on a un cerveau, et qui va produire la pensée. C'est déjà une réflexion que Diderot lui-même, et même avant lui, beaucoup d'autres, comme la Métrie, avaient, en ce sens qu'il est nécessaire que ces molécules soient organisées. Et cette organisation, elle a une histoire, qui est l'histoire de la vie, qui est apparue il y a plusieurs milliards d'années sur Terre, et qui a conduit à une évolution, d'abord des bactéries, puis des espèces animales, puis de l'homme, et qui nous a conduit de l'Homo habilis à l'Homo sapiens. Récemment, là, il y a 2-3 millions d'années, et ici, le Homo sapiens apparu il y a 100-150 000 ans. Hein, donc nous sommes très, très, très nouveaux sur cette Terre, et il y a ensuite, je reviendrai très brièvement, une évolution, donc là au niveau génétique, une évolution épigénétique sur la connexion. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur ce sujet, je reviens très rapidement. Une évolution de la pensée, une évolution de la culture, je l'ai déjà mentionné, avec évidemment des mémoires extra-cérébrales. Donc il va falloir réfléchir à notre machine chimique cérébrale dans des termes qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus difficiles à capturer, qui ne sont pas simplement des molécules, mais c'est des molécules organisées en cellules, des cellules en réseau et des réseaux en réseau. Donc, vous voyez que ça va être pour nous, je dirais, un chemin de croix, si j'employais le terme, pour arriver à progresser dans la compréhension de la relation entre l'organisation de notre cerveau et le monde extérieur, et entre autres la création artistique. Donc, arriver à comprendre cette organisation dont je viens de parler, qui n'explique pas rien, qui n'explique rien quand on l'utilise, il dit simplement que les choses sont organisées, mais comment? Et donc, j'ai dit qu'il y avait cette évolution, mais tout ça fait que, en passant très rapidement, le système nerveux de l'homme est issu de celui de l'espèce voisine du singe qui nous ont précédés, et qu'il possède un certain nombre de caractéristiques qui vous ont été présentées, et, bon, et sur lesquelles je ne vais pas revenir. Je les rappellerai simplement parce que vous n'avez peut-être pas encore en mémoire, et pour dire que ce cerveau se caractérise par rapport à nos ancêtres pas très lointains, comme l'Homo habilis que je vous ai présenté, qui vivait il y a 2-3 millions d'années. Ben, il y a une expansion de taille du cerveau. Le cerveau d'Homo habilis est gros comme
un pamplemousse. Le cerveau de l'homme est plus volumineux, 1,3 litre ou 1,3 kg. Il y a une remarquable expansion du cortex cérébral, comme vous le savez, et également un développement considérable du cortex préfrontal, je reviendrai sur ce sujet. Et puis alors il y a aussi cette asymétrie entre cerveau droit et cerveau gauche. Là, je fais une espèce de résumé de ce qui vous a été dit. Et grâce à ce cerveau, il y a 30 000 ans, mais certainement bien avant, ces Homo sapiens avaient des dons artistiques qui, de mon point de vue, n'ont pas beaucoup évolué depuis ces premiers Homo sapiens. Il s'agit déjà d'œuvres d'art qui sont non seulement bien composées, non seulement bien dessinées, mais aussi pour lesquelles le sens du mouvement, vous voyez, on dirait que ces hommes préhistoriques avaient lu Marais, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le vol des oiseaux et la chronophotographie, pour donner justement une impression de mouvement au déplacement de ces rhinocéros qui se trouvaient à l'époque en Europe, bien entendu, il n'y en a plus maintenant, sauf dans les eaux. Donc il y a eu une évolution génétique qui a conduit à un cerveau qui a donné d'emblée ces capacités esthétiques qui existaient de manière très très modeste dans les prédécesseurs. Dans l'Homo erectus, on trouve des petits colliers, des choses comme ça, enfin, et encore, avec évidemment des outils que je vous avais présentés la dernière fois. Donc, nous sommes avec ce cerveau qui possède des dispositions qui sont propres à l'Homo sapiens, comme espèce animale, apparu, encore une fois, il y a environ 150 000 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces dispositions, et entre autres, un qui va nous intéresser beaucoup, qui est la reconnaissance du visage humain, est déjà présent, comme des dispositions innées à reconnaître le langage, et vous reconnaissez déjà chez le nouveau-né de quelques jours ici, des territoires qui sont ceux de la reconnaissance du langage. Et ce nouveau-né s'est distingué très vite. Un objet inanimé, c'est-à-dire un cube, d'un chat qui va bouger et miauler, etc. Et qui distingue entre objet animé et inanimé. Et d'autre part, il a aussi d'autres qualités. Vous allez voir qu'on va retrouver tout ça dans l'œuvre d'art, bien entendu. Ça veut dire que ce sont des traits propres, non seulement à l'espèce humaine, mais même déjà présents, innés chez le nouveau-né. Il y a évidemment aussi une certaine forme de conscience primaire, ce n'est pas la conscience que nous avons nous adultes, mais qui existe déjà. Et aussi, évidemment, empathie et sympathie, j'y reviendrai à la fin de l'exposé, qui fait que nous avons la capacité de reconnaître les états mentaux d'autrui. Je peux déjà voir si vous m'écoutez avec attention ou pas, quand je vous regarde. Et effectivement, il n'y en a pas encore trop qui dorment, ça va venir peut-être, mais je peux me représenter vos états mentaux. Ben, le petit bébé peut le faire, et en même temps, je peux essayer de lier créer des liens d'amitié, de compagnonnage, de coopération avec vous, qui constituent ce qu'on appelle la sympathie. Donc, tous ces dispositifs sont là, et vous voyez même, nous y reviendrons, et si vous vous rappelez un peu l'exposé que vous avez fait la dernière fois, enfin, il y a plusieurs mois, donc je remets en mémoire quand même un peu, et ces connexions à longue distance, j'y reviendrai, que je vous avais mentionné comme étant, selon nous, Stanislas Dehaene et moi-même, caractéristiques de l'accès à la conscience, et bien on les trouve déjà chez le nouveau-né. Donc vous voyez,
le cerveau du nouveau-né est très organisé et on ne peut pas dire avec Jean-Jacques Rousseau ou Helvétius que tout ce qu'il y a dans notre cerveau est lié à l'expérience. Hein, c'est-à-dire qu'à la naissance, le cerveau du bébé n'est pas une feuille de papier blanc sur laquelle l'expérience s'inscrit et que nous acquérons tout par la suite. En fait, nous acquérons beaucoup de choses pendant les 15 ans qui suivent, bien entendu, mais nous avons aussi beaucoup de dispositions innées qui nous facilitent les choses et qui nous économisent du temps, en quelque sorte. Parce que s'il fallait tout apprendre, vous imaginez le temps qu'il faudrait passer. Donc, ces dispositions innées, en fait, ont été sélectionnées par l'évolution au niveau génétique chez nos ancêtres. Et on a déjà un certain nombre de traits comme ça qui se trouvent chez le singe et peut-être même chez la souris ou les ancêtres qui sont plus anciens encore. Donc, toute cette mémoire génétique, c'est acquise par variation-sélection au cours de l'évolution et nous en disposons à notre naissance. Donc, c'est un point majeur, d'une part, et d'autre part, comme je le disais, je me répète, mais c'est très important, au cours du développement qui suit la naissance, le cerveau de l'homme accroît en masse 5 fois, c'est-à-dire que le nouveau-né a un cerveau qui est 5 fois plus petit que le cerveau de l'adulte, et que pendant toute cette période qui suit la naissance, il y a un accroissement de la connectivité, du réseau, il se construit, notre réseau d'adultes se construit, et comme le dit Hugo Lamarckand, c'est un ami pédiatre suédois, si on regarde le cerveau d'un enfant de quelques mois, une seconde, il y a 10 millions de synapses qui se forment dans son cerveau. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. De telle sorte que si vous faites une expérience avec un enfant et que vous regardez les résultats quelques minutes après, entre-temps, il y a quelques dizaines, voire centaines de millions de synapses qui se sont formées pendant simplement la durée de l'expérience. Donc vous voyez que c'est absolument extraordinaire et que cette évolution se fait aussi par sélection et que, ça je répète ce que je vous ai déjà dit, et qu'il y a donc une stabilisation et élimination de synapses qui se produit, qui va se manifester par l'introduction de traces dans notre cerveau. Alors là, c'est évidemment un point extrêmement important sur lequel on ne réfléchit pas suffisamment, c'est-à-dire que ces acquis, comme le type de langage qu'on parle, que ce soit le français, l'anglais, le chinois, le japonais, ou l'écriture qu'on utilise, que ce soit l'écriture alphabétique, les idéogrammes, ou le kanji ou le kana, ces capacités à lire et à écrire, évidemment, ont été acquises au cours de l'histoire de l'humanité, comme la capacité de produire cette œuvre d'art qu'on a vue sur les murs de la grotte Chauvet de Lascaux. Et donc, il y a eu une mise en place dans notre connectivité cérébrale de traces liées à ces acquis culturels. Vous voyez, quand on parle de la culture, on ne parle pas simplement d'une activité de bavardage, comme certains peuvent le penser entre nous. Là, on n'est pas simplement en train de se divertir et de raconter des choses aux autres, pas du tout. Lorsque une activité culturelle correspond à la mise en place et à l'évocation de traces très profondes dans notre cerveau. Et dans le cas de l'écriture, vous voyez, le cerveau de l'analphabète est différent du cerveau de celui qui sait lire et écrire. Ce qui ne veut pas dire que l'analphabète soit stupide, bien loin de là, il y a des quantités de sociétés sans écriture, mais elles font autre chose à la place. C'est-à-dire que nous avons historiquement hérité culturellement, pas un héritage génétique, attention, c'est culturel, c'est épigénétique, c'est à travers cette sélection de synapses dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc cet héritage culturel, lors de l'éducation de l'enfant, pendant ces 15 ans, nous permet d'acquérir non seulement le langage parlé, d'une norme particulière, mais le langage écrit et bien d'autres choses.
en particulier des traits qui vont caractériser une société et une civilisation qui ne vont pas être acquis, surtout qu'ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain, puisqu'ils vont être mis dans des réseaux que je vous ai juste illustré très brièvement tout à l'heure à propos du langage. Et ici, si vous voulez, dans ce tableau d'Antoine Rivals qui correspond au sacrifice de Paetus, vous savez certainement pas ce que c'est, parce que simplement c'est pas votre culture. Alors que si vous regardez ce Christ de Sebastiano del Piombo, vous allez tout de suite se reconnaître de quoi il s'agit. Donc vous voyez que vous vous trouvez avec le tableau précédent dans une culture gréco-romaine et dans l'autre une culture chrétienne, et il y a tout un stock d'images, de symboles, de représentations, de mythes, de rituels qui vont être engrangés dans le cerveau d'un Romain et dans celle d'un chrétien ou d'un athée, et la philosophie qu'il peut avoir dans son cerveau, et on ne va pas nécessairement lui changer du jour au lendemain ce contenu. Bon, il y a certaines personnalités comme je crois Garaudy qui ont évolué très rapidement grâce à une plasticité cérébrale exceptionnelle et passé d'une chose à l'autre, etc. Mais en général, si vous voulez, et c'est très important sur le plan politique, je parle de passer d'une culture chrétienne à une culture musulmane peut créer des problèmes pour ceux qui émigrent en territoire musulman, et passer d'un contexte musulman à un contexte comme celui que nous avons dans les sociétés occidentales, va évidemment créer un problème. Le problème, il est lié au cerveau, il est lié à l'organisation du cerveau, il est lié aux traces qui sont restées engrangées dans notre cerveau, et pour vraiment arriver à changer la relation entre cerveau et culture, il faut une génération. Il faut passer à la génération suivante, il faut passer au nouveau-né suivant qui va engranger les caractéristiques de la nouvelle culture dans laquelle il va se trouver. Donc vous voyez que pour la perception, la contemplation esthétique de l'œuvre d'art, j'ai donné ici deux exemples. Le contexte, et je tiens beaucoup à cette notion-là, c'est qu'on ne peut pas isoler une œuvre d'art d'un contexte. Il y a un contexte culturel et il y a un contexte évidemment historique. Là, je vous montre des œuvres qui, l'une et l'autre, datent soit de la Renaissance, soit de la période classique. Pour arriver vraiment à comprendre cette œuvre d'art, il faut tout de suite la mettre en contexte. Alors, maintenant, abordons, après ces généralités, l'accès de l'image au cerveau, disons, l'accès de l'œuvre picturale à l'espace conscient, donc cette contemplation esthétique et éventuellement ce choc que peut provoquer l'œuvre d'art sur le plan émotionnel. Alors, là j'ai choisi une œuvre contemporaine, Richard Serra, que peut-être quelques-uns d'entre vous avaient pu voir au Grand Palais lorsqu'il y a eu cette présentation. Ce sont ces grandes plaques métalliques qui sont très impressionnantes. Et donc, je vous mets ici l'ensemble des capteurs sensoriels qui sont en relation avec Promenade, qui est cet ensemble de plaques métalliques de très grande dimension. Alors, il y a évidemment l'œil et la vision, mais lorsque vous regardez cette sculpture, vous êtes parfois pris par le vertige. Donc il y a certainement des récepteurs dits vestibulaires sur l'équilibre, la posture. Vous posez des questions tout de suite, et une perception presque instantanée. On a peur que les œuvres vous tombent dessus, ou enfin il y a une espèce d'inquiétude liée à ces masses métalliques. Il y a évidemment les récepteurs cutanés, puisque vous allez les toucher pour bien vous assurer qu'elles sont bien là, résistantes, etc. Et évidemment des récepteurs musculaires qui vous concernent, puisque là vous êtes fixé devant cette œuvre et vous la regardez et
votre tête, évidemment, et vos yeux ont une position définie. Donc, contempler une œuvre d'art engage pas simplement le regard, mais le corps, d'une manière générale. Il ne faut jamais oublier le corps dans l'expérience esthétique. Et il y a non seulement cette relation au corps, mais en ce qui concerne l'œil, c'est pas simplement un œil qui serait un objectif d'appareil photo, hein, c'est-à-dire quelque chose de rigide qui prend la photo. Bon, c'est vrai que beaucoup de visiteurs du Louvre remplacent leur œil par un appareil photographique et au lieu justement de regarder, de contempler, utilisent leur iPhone pour prendre un cliché de l'œuvre qui ne regardons sans doute ensuite jamais après. Donc en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand vous allez vous-même visiter le Louvre et que vous regardez un tableau, vous allez d'abord regarder le tableau avec une certaine distance. Ça c'est une œuvre d'un peintre russe, Répine, de la fin du XIXe siècle, très connu, qui a fait ce tableau qui est à la galerie Tretiakov et qui montre un prisonnier qui sort du goulag. Ça existait déjà à l'époque, les goulags tsaristes existaient, et qui arrive dans sa famille alors que personne ne l'attendait. Bon, voilà. Donc il y a un effet de surprise. Et ce que Alexandre Luria, qui fut un très grand neurologue et Iarbus de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, de l'après-guerre, qui a beaucoup étudié les blessés de guerre et a étudié le mouvement des yeux. Lorsque le sujet regarde un tableau, et bien justement ce qu'on voit qui est très étonnant, c'est que en fait, même quand vous me regardez, je ne suis pas une œuvre d'art, mais malheureusement d'ailleurs, mais à ce moment-là, je vois vos yeux qui bougent, et vous n'avez pas le regard fixe comme ça. Si vous aviez le regard fixe, je dirais, monsieur, vous êtes dans le coma ou je ne sais quoi, mais au contraire, il bouge. Eh bien, vous voyez ce qui se passe. Lors de l'observation libre, l'œil se déplace. Et si maintenant je demande au sujet qui regarde quel est l'âge des divers personnages, vous voyez que le déplacement des yeux va être différent. Si je demande quelle est la durée de l'absence, vous voyez, eh bien c'est assez intéressant parce que le sujet va se poser la question de la relation entre la femme et l'homme qui arrive, et la présence d'enfants, etc. Donc, vous voyez qu'il y a une commande du mouvement de l'œil qui est en relation avec ce que j'ai dit tout à l'heure, un mot clé, le contexte. Rappelez-vous, j'ai introduit cette notion qui est tout à fait fondamentale. Donc, en fonction du contexte, le mouvement des yeux va être différent pour le même sujet et regardant le même tableau. Oui, alors quand vous passez devant un poussin au Louvre, un jour, vous avez faim et vous allez regarder, je ne sais pas, la manne, et vous dire, ah tiens, ils ont la chance de manger, je plaisante un peu. Enfin, disons que c'est plus subtil que ça. Mais suivant, disons, votre état psychologique, vous allez voir un poussin, j'ai fait l'expérience 40 fois, un jour vous voyez un certain nombre de choses dans le poussin, vous repassez 8 jours après, vous allez penser à autre chose entre-temps, vous êtes inquiet de ceci, de cela, vous repassez dans le même poussin, vous voyez complètement différent. Eh bien ça fait partie aussi, je dirais, de la richesse de l'œuvre d'art et de son sens, en quelque sorte. Et ça, c'est par le mouvement des yeux qui contribue à cette exploration. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement des yeux, évidemment, il n'est pas purement spontané, il est commandé par quelque chose dans le cerveau. Et si vous regardez un patient qui a été opéré pour une tumeur du lobe frontal, je vous ai parlé du cortex préfrontal tout à l'heure,
eh bien, c'est tout à fait au hasard. Il n'est plus capable d'effectuer ce mouvement des yeux orientés. Donc, une lésion du cerveau est susceptible de perturber votre contemplation de l'œuvre d'art et d'en saisir toute la signification. Et ça, c'est pour dire qu'il y a une prise de décision qui fait intervenir des circuits sur lesquels je ne vais pas m'attarder, qui ont été très étudiés par Alain Berthoz et qui, à partir du cortex frontal, vont commander les muscles et eux-mêmes, compte tenu du système d'équilibre auditif qui est là, votre position de la tête va commander le mouvement des yeux en fonction de la position de votre corps et de votre tête. Donc, vous voyez que pour contempler une œuvre d'art, il y a une première approche qui est une approche que je n'hésiterai pas à appeler exploratrice. C'est-à-dire que la personne qui contemple l'œuvre d'art l'explore et recherche un certain nombre de choses qu'il a en tête ou qu'il n'a pas en tête pour arriver à, en quelque sorte, j'aime beaucoup le terme, comprendre le tableau. Et il y a une sorte, en quelque sorte, de projection permanente du sujet sur le tableau, contrairement à cette vision qu'ont certains éducateurs, de dire « Ah ben on expose l'enfant à une chose et c'est pas la peine de lui dire quoi que ce soit ». Je me rappelle, j'avais même travaillé avec un célèbre conservateur de musée qui se refusait à mettre des cartels, par exemple, en disant il ne faut surtout pas que le spectateur soit influencé par les cartels qui se trouvent et qu'à partir du cartel, il va moins regarder l'œuvre. Ce n'est pas vrai. Ça risque peut-être de l'orienter, mais ce n'est pas parce que il est libre devant une œuvre d'art qu'il va la comprendre mieux. Il pourra en comprendre certains aspects et certainement pas d'autres. C'est comme pour l'éducation, il y a évidemment des modèles à proposer, à suivre. Le développement libre de l'enfant sans aucune réaction de son environnement, moi, me paraît la plus mauvaise méthode d'éducation qui soit. Bon, on pourra en rediscuter, peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord. Il faut évidemment une grande liberté dans cette exploration du monde, mais il faut aussi qu'elle soit orientée et organisée, sinon on passe à côté de beaucoup de choses. Et en particulier, pour une œuvre d'art, on peut n'en voir que certains aspects, et c'est parfois intéressant de l'enrichir, de la vie de l'artiste, des conditions dans lesquelles l'œuvre a été peinte, etc. Alors, évidemment, tout ça, je l'ai dit, c'est de la chimie. Hein. Il y a des récepteurs dans notre rétine, et ces récepteurs sont un peu comme les récepteurs de neurotransmetteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils reconnaissent ici, non pas il y a un ligand hein, qui est le rétinal, qui lui-même s'isomérise quand des radiations l'atteignent. Donc on passe des ondes électriques réfléchies à des stimulations de récepteurs qui vont envoyer des signaux chimiques dans la rétine et ensuite propager ces signaux jusque dans notre espace conscient. Alors ça peut vous ennuyer aussi, de vous dire que quand vous entendez le Sac du printemps ou une symphonie de Beethoven, ou lorsque vous regardez un tableau de Corot, de Kandinsky ou de Rembrandt, en fait tout ça c'est de la chimie parce que toutes les radiations, les ondes électromagnétiques qui viennent du tableau doivent passer par votre rétine et là vont être transformées en d'ondes électromagnétiques en signaux chimiques et électriques qui vont entrer dans le cerveau. Il y a un décodage qui se produit au niveau de la rétine. Donc voilà la machine chimique qui fonctionne, mais évidemment elle fonctionne parce que nous avons des récepteurs qui dans notre rétine sont capables de transformer ces ondes en signaux électriques et chimiques. Et puis, comme je vous l'avais dit la dernière fois, il y a évidemment une arrivée au niveau des parties
occipitales qu'on appelle les aires visuelles primaires, puis on remonte progressivement, d'une part par une voie dorsale qui intervient dans la perception du mouvement, de la profondeur, l'organisation spatiale, et une voie ventrale, donc ça c'est la voie dorsale au niveau de ce cerveau de singe, la voie ventrale, qui est la voie du quoi, là c'était où, qui est la reconnaissance des objets, la reconnaissance des visages, perception des couleurs, et finalement, tout ça va arriver vers des territoires dont je vous ai déjà parlé à propos du mouvement des yeux, qui est le cortex frontal, où il va y avoir une synthèse qui va se produire à partir des signaux qui ont circulé sur les territoires. Alors, ici, une image qui va vous surprendre, et qui montre que, en fait, dans notre cerveau, il va se reproduire une sorte de cliché de l'image. Lorsque vous contemplez un tableau de Poussin, ouais, c'est pas le cas, c'est plutôt un Mondrian, enfin je vais revenir sur Mondrian, vous voyez que on retrouve des traces qui ont la même forme sur le cortex. Ça c'est chez le macaque, mais ça aussi c'est fait chez l'homme. Donc il y a en quelque sorte ce qu'on appelle un isomorphisme entre la forme, j'ai parlé des formes dans la définition de Lebrun au départ, et ici les états d'activité de notre cerveau. Donc il faut bien que vous vous disiez, quand vous regardez une œuvre d'art, eh bien, une première étape va être le recodage des pixels, si j'ose employer les termes, de l'œuvre qui arrive sur votre rétine en signaux électriques qui vont se propager. Donc vous voyez que il y a en partie, mais pas uniquement, une conservation de la forme. Et en progressant au niveau du cortex temporal, vous allez avoir des neurones spécialisés. J'avais montré la première fois des neurones spécialisés pour les visages ou pour les mains. Et là, je vous les montre pour des figures géométriques. Parce qu'on s'intéresse à clés, bon, et au suprématisme. Et ce qui est intéressant, c'est que le peintre va avoir, en quelque sorte, capturer des propriétés de son cerveau qui lui permettent de représenter ces formes. Et c'est quand même assez extraordinaire. Ces expériences qui ont été faites par Tanaka, qui est un éminent chercheur japonais, où on voit des neurones qui reconnaissent des formes en T, comme ceci, et puis ces autres formes vont être reconnues par d'autres neurones. Et regardez ce qu'on trouve dans ce tableau de Paul Klee. Et ici, dans ce très beau tableau suprématiste de Malevich, où vous retrouvez des formes qui sont très semblables à celles que je viens de vous montrer. Il y a évidemment des cellules nerveuses qui sont sélectives pour la couleur. Donc vous voyez qu'il y a progressivement une analyse des formes, des couleurs, et éventuellement du mouvement, qui va se produire au niveau du cortex cérébral. Et dans le cas de Richard Serra, par exemple, vous avez cette forme que, lorsqu'on la regarde, on a l'impression qu'elle bouge, en quelque sorte. Eh bien, cette impression, même si c'est un objet fixe, peut se retrouver avec ce tableau de Levian. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais montré la dernière fois, mais je la remontre. Si vous voyez, vous en rappelez plus. Et bien, ce tableau est absolument extraordinaire parce que quand vous le regardez, vous avez l'impression, je ne sais pas si ça marche, là, que ça tourne. Hein. Il tourne, mais rien ne tourne, tout est fixe. Ce qui tourne, c'est dans votre tête que ça se passe. C'est typiquement une illusion sensorielle. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que si vous regardez les territoires du cerveau qui interviennent quand il y a une véritable figure en mouvement, hein, lorsqu'un oiseau passe, hein, ou une voiture qui passe dans la rue, regardez ce qui se passe sur le cortex cérébral, vous trouvez qu'il y a une aire qui s'appelle l'RV5 qui est activée. Et quand on regarde Enigma,
Eh bien, c'est la même ère. C'est-à-dire qu'il y a visiblement une impression de mouvement, et cette impression de mouvement, elle se manifeste par une activité particulière de certains territoires du cerveau, de certains réseaux de neurones dans notre cerveau. Donc vous voyez qu'il y a tout un travail neuronal qui se produit dans notre cerveau lorsqu'on contemple une œuvre d'art. Vous n'imaginiez pas que vous imposiez à votre cerveau autant de travail. Eh bien, si. Et c'est une machine chimique, certes, mais qui est organisée d'une manière extraordinairement complexe et différenciée, qui permet d'effectuer cette analyse telle que je viens de vous la présenter rapidement, et d'arriver également à une réaction émotionnelle. Bon, je ne sais pas si vous êtes ému devant Enigma ou devant Serra, mais il est certain que quand on regarde Serra, il y a un sentiment un peu de peur qu'on ressent quand on regarde, qui fait partie d'ailleurs de cette contemplation de la particularité esthétique, émotionnelle d'une sculpture de Serra. Eh bien, vous voyez que quand on regarde un visage où c'est la peur qui s'exprime, vous voyez qu'il y a une activation ici d'un territoire particulier qui s'appelle l'amygdale. D'une manière plus générale, vous voyez les sentiments de joie et tristesse, ça vient de Damasio. On trouve des distributions d'activités dans le cerveau qui sont très différentes. Donc, il existe, bien entendu, des bases neurales de nos émotions et l'activation de territoires du système limbique, comme le cortex singulaire, l'amygdale dont je viens de parler, lorsque l'on est ému par une œuvre d'art. Et évidemment, les artistes ont essayé de trouver, et Darwin avait déjà beaucoup réfléchi là-dessus, et Charles Lebrun avant Darwin, et d'ailleurs il est intéressant que Darwin cite Charles Lebrun, pour montrer que sur un visage, on peut lire les émotions. Je vous ai parlé de l'empathie tout à l'heure, et ici vous avez typiquement ce que Charles Lebrun appelle la douleur de l'esprit, qui se manifeste par des traits que vous voyez ici, qui se retrouvent déjà aussi chez certaines espèces animales, par exemple chez le singe, mais d'une manière beaucoup moins prononcée que chez l'homme. Et certains artistes ont utilisé cette présentation des traits du visage humain pour exprimer ses émotions, comme ça l'est pour cette très très émouvante photographie qui a été prise au Kosovo en 90. Donc ce pouvoir émotionnel de l'image, en fait appel à des systèmes de neurones qui sont en relation directe avec nos émotions, et en particulier, comme je vais vous le montrer tout de suite, c'est une chose qui est très étonnante, c'est que je vous ai parlé du cortex frontal tout à l'heure, hein, au mouvement des yeux, vous vous rappelez? Je vous en ai parlé aussi pour les synthèses du tableau, parce qu'on ne voit qu'un tableau, on ne voit qu'une seule salle. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est la chose très intéressante, c'est que le système limbique et le système des émotions est très richement interconnecté avec le cortex frontal. Vous voyez qu'il y a un lien très très étroit de proximité et d'interconnectivité entre les territoires cognitifs, vous voyez, ceux qui interviennent dans la cognition et dans les émotions. Contrairement à ce que chacun croit, les émotions effectivement se distinguent de la raison et de la cognition, mais ils sont extraordinairement liés et intriqués, de sorte qu'on ne peut pas dire d'un seul coup et couper ici, ça c'est de l'émotion, ça c'est de la cognition. C'est très important pour l'œuvre d'art, parce qu'elle, justement, elle concilie à la fois émotion et cognition. Alors je vais poursuivre avec ce que Onfray appelle l'efficacité esthétique, ce choc
à la Stendhal. Alors évidemment, il se produit chez le sujet conscient. Il faut que toute cette analyse que j'ai montrée tout à l'heure, vous voyez, par des territoires successifs qui progressent vers le cortex frontal, puisse se produire. Ici, vous avez bien entendu reconnu un visage de femme. Non, c'est un visage d'homme. Non, c'est quoi après tout, hein? Les deux. Non, c'est l'un ou l'autre. Et il y a évidemment une commutation qui se produit entre deux perceptions de tout ou rien, entre soit un visage d'homme moustachu, soit une petite femme là avec son bras ici. Et donc, il n'y a pas de chimère, il n'y a pas de devenir où on va là, on va là. Ce qui veut dire qu'il y a des processus conscients d'accès à la conscience de tout ou rien qui se produisent. Bon, il faut un petit peu de divertissement parce que l'attention déjà doit être, vous êtes un peu déjà fatigué par tout ce que vous avez entendu et vu. Donc là, c'est un petit moment, quoi, de distraction. Simplement pour vous dire qu'il y a donc un accès à la conscience. Et je l'ai déjà présenté avec le cerveau du nouveau-né. Je vous ai parlé de ces connexions à longue distance. Je l'avais aussi mentionné la première fois que je suis venu auprès de vous, dans mon exposé introductif. Et l'idée est que, c'est une hypothèse, hein, bien entendu, que dans le cerveau, il y a de la connectivité à longue distance, qu'on le retrouve ici chez le singe, mais qui avait été déjà décrit par Desjardins très tôt, il y a bien des années, et que cette interconnectivité, en fait, qu'on a dans notre tête ici, essentiellement, elle va permettre de relier le cortex frontal à tous les autres territoires et réciproquement. Il va créer une espèce d'échange, de terrain d'échange par des multiples connexions entre les divers territoires du cerveau et entre autres notre cortex frontal, parce que ces neurones avec des axones à longue distance sont essentiellement dans les couches 2 et 3 du cortex cérébral et permettent donc d'enrichir cette interconnectivité entre territoires du cerveau. Donc c'est ça l'idée. Et on peut, par exemple, par des tests, demander au sujet de lire des mots et suivant les conditions dans lesquelles on le fait lire, il peut y avoir un traitement conscient et un traitement non conscient. Et bien, lorsqu'il y a un traitement conscient, vous voyez qu'il y a une activation de territoire antérieur, ici, entre le préfrontal, alors que quand il y a lecture non consciente, il n'y a que quelques territoires liés directement à la vision qui sont activés. Vous pouvez aussi le voir par l'électroencéphalogramme. Si vous présentez donc un mot qui est perçu consciemment, vous voyez une invasion d'abord du cortex occipital qui est le cortex visuel, puis très rapidement un embrasement du cortex frontal qui ne se produit pas pour les mots masqués qui sont perçus de manière non consciente. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que cette activation préfrontale et éventuellement un peu postérieure va se poursuivre très longtemps, alors que là, il n'y a pas d'organisation qui apparaît dans l'électroencéphalogramme. Donc il y a visiblement un traitement conscient et un traitement non conscient que l'on peut analyser en ce moment. Si je vous ai montré cette diapositive, c'est pour montrer qu'il y a des techniques et des méthodes qui permettent d'approcher traitement conscient, traitement non conscient.